Cerno, une anti-enquête. Épisode 136. 3, 2, 1. Je suis rentré de Toulouse il y a quelques jours et je m'apprête à aller chez Théo, l'arrière-petit-fils d'Alice Partouche Benaïm. Je vous rappelle qu'il m'avait écrit sur Instagram à la fin de la saison précédente et dans ce message il me disait « Bonsoir Julien, nous ne nous connaissons pas. Je viens de redécouvrir votre podcast grâce à votre intervention chez Ondelat que j'avais écouté pour la première fois en 2020 lors de vos premiers épisodes. Ils m'ont permis de redécouvrir une part importante de mon histoire familiale. Alice Partouche Benaïm était mon arrière-grand-mère. Grâce à l'épisode 60, j'ai également pu apprendre la localisation de sa tombe sur laquelle je me rendrai dès demain. Ces deux filles sont encore en vie, Colette étant ma grand-mère, dont je suis aujourd'hui très proche. Elle est très âgée et je n'ai jamais parlé avec elle de cette histoire. Les quelques éléments que j'ai pu avoir sont toujours venus de ma mère, bien qu'il s'agisse d'une histoire dont nous ne parlons pratiquement jamais. Ma grand-mère et ma mère me parlent en revanche très souvent d'Alice de son vivant, une petite dame joyeuse et solaire, bien que parfois un peu autoritaire, mais que toute la famille adorait. Un peu plus loin, ma mère m'évoque souvent la volonté de pouvoir retrouver la tombe de sa grand-mère, mais elle n'ose pas en parler à ma grand-mère de peur de réveiller cette triste histoire. Grâce à vous, je sais que ce sera désormais possible et je tenais simplement à vous dire merci. Continuez votre podcast, même si je n'ai pas la force morale d'écouter tous les épisodes, il est tout simplement excellent. C'est donc la première fois que je vais rencontrer un descendant direct d'une victime, et je vous rappelle qu'Alice Partouche Benaïm avait été tuée par Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin le 7 novembre 1984, et cette date me renvoie à une petite découverte que j'ai faite hier, dans un placard de mon bureau. Hier, j'ai repensé à 2 photos qui datent de mon enfance et j'ai eu envie de les retrouver. J'ai donc ouvert un placard de mon bureau, à l'intérieur duquel il y a un vieux carton qui contient toutes mes photos, mais aussi différents petits souvenirs. Et quand j'ai sorti le carton du placard, tout son contenu s'est répandu sur le sol. Et c'est là que je suis retombé sur 2 cahiers d'écolier m'ayant appartenu, dont j'ignorais ou j'avais oublié l'existence, des cahiers rose fuchsia de la marque Opéra. On voit le dessin de l'Opéra de Paris sur la couverture. Ce sont les 2 seuls cahiers d'écolier qui me restent. Et à ma grande surprise, ils concernent l'année scolaire 1984-1985, c'est-à-dire la période où Paulin et Mathurin ont commis leur première vague de crimes. Et moi, futur enquêteur, futur spécialiste de l'affaire peut-être, eh bien j'étais à l'école. Alors j'ai pas encore ouvert ces 2 cahiers, je voulais le faire avec vous, mais je suis curieux de savoir ce que je faisais moi à ce moment-là, ce que j'étudiais, ce qui m'occupait, les jours des meurtres. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. Donc sur le premier cahier, je lis Julien Cernobori, 1984-1985, cahier de mathématiques. Vendredi 5 octobre 1984, donc c'est le jour où Germaine Petitot a été agressée et Anna Barbier-Pontus assassinée. Et moi, ce jour-là, j'essayais de répondre à un exercice. Convertis dans la plus petite unité de chaque opération, puis effectue les opérations, et je comprends rien aujourd'hui. Et alors l'autre cahier, c'est le cahier de français. Et le vendredi 5 octobre, j'avais fait une dictée. C'était un petit texte intitulé « Automne au Pays Basque » de Pierre Loti, qui disait précisément ceci. C'était la saison tardive où l'on coupe ces fougères qui forment la toison des coteaux point. Et de grands chariots à bœufs, virgule, qui en étaient remplis, virgule, roulaient tranquillement au beau soleil mélancolique, virgule, vers les métairies isolées, virgule, laissant au passage la traînée de leur senteur, point. Les bœufs attelés, indolents et forts,
coiffés tous de la traditionnelle peau de mouton, couleur de bête fauve, qui leur donne l'air de bison ou d'auroch, traînaient ces chariots lourds dont les roues sont des disques pleins, comme celles des chars antiques. Mais j'étais très très loin de la réalité du 18e arrondissement. Et j'ai eu 17,5 sur 20. C'est pas mal. Et ensuite j'ai répondu à des questions. Et j'ai fait un dessin au compas, affreux. Comment ça s'appelle ces dessins? Une rosace, je crois. Bon. Voilà ce que faisait votre enquêteur le jour où l'affaire a commencé. Et cette période où Paulin et Mathurin sont devenus des coupables est aussi celle où j'ai moi-même perdu une forme d'innocence. Je me rappelle avoir été un enfant joyeux et surtout très bavard. J'arrêtais pas de parler. Mes instits me surnommaient la pipelette. Je jouais beaucoup aux petites voitures. J'aimais les chats, déjà, et l'inspecteur Gadget. Alors je sais pas si j'ai vraiment entendu parler des meurtres qui avaient lieu loin de chez moi, à Paris. Je pense que oui, parce que je me souviens qu'on regardait les infos en déjeunant avec ma mère sur une petite télé qui était posée sur le buffet. Et forcément, j'ai dû entendre parler des assassinats de vieilles dames. J'ai un vague souvenir très imprécis. Lundi, 60 boulevard de Clichy, Yona Segarskio, 71 ans, est assassinée. Mercredi, Alice Benaïm, 84 ans, est retrouvée morte au 15 rue Marc Seguin. À 2 pas de là, jeudi, 77 rue Pajol, c'est Marie Choix, 75 ans. Je regardais ce que je faisais le 5 novembre 1984, le jour de la mort de Johanna Secaresco. Eh bien, je devais être en vacances parce que les leçons s'arrêtent le 19 octobre et reprennent le 9 novembre. Donc, le jour de la mort d'Alice Partouche Benaïm, le 7 novembre, j'étais en vacances aussi. C'était la Toussaint. Et alors, à peu près à la même période, j'ai des images dans ma tête. Je suis avec mon père, rue Louis Blanc, à l'endroit donc où Mathurin habitait dans les années 80 et où j'ai emménagé des années plus tard. On descend d'une voiture, la rue est sombre et sale, et on se retrouve dans un appartement, chez un couple de personnes âgées, qui nous ont offert le café. Enfin, moi j'avais dû prendre un verre de sirop. À cette époque-là, j'habitais avec mes 2 parents, dans un petit village du sud de la France. Mon père était un homme d'affaires, et il était toujours en voyage, soit en Italie, soit à Paris. Et un jour, je l'ai tanné pour qu'il m'emmène avec lui à Paris. J'étais jamais allé, et je voulais voir la Tour Eiffel. J'étais tout petit. Mon père m'impressionnait. Il avait plusieurs belles voitures, le sens de l'humour et une certaine élégance. Celle d'un businessman un peu show-off, toujours bien habillé. Il n'a jamais fait très attention à moi, mais, étrangement, il a accepté de m'emmener avec lui à Paris. Et on est parti un week-end, un vendredi peut-être. On a pris l'avion. Pour moi, c'était la première fois. On est arrivé à Orly. Et je me souviens d'avoir marché longtemps avec lui dans les couloirs de l'aéroport. Je lui demandais où on allait, mais je n'obtenais pas de réponse. On a fini par arriver sur un stand de moto dans l'aéroport, de moto Honda. Et sur ce stand, il y avait des jeunes femmes en maillot de bain qui présentaient les motos. Mon père a fait signe à l'une de ces jeunes femmes. Il s'est avancé vers elle, il l'a prise dans ses bras et il l'a embrassée sur la bouche. Moi, à ce moment-là, mes parents étaient encore ensemble et j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai le souvenir d'un effondrement intérieur. Sans rien expliquer, mon père m'a présenté cette jeune femme, comme s'appelant Amandine. J'ai su bien plus tard que son vrai prénom était en réalité Janie. Elle s'est changée et on est partis ensemble. Tous les 3, on est descendus dans le parking de l'aéroport et là, il y avait l'une des voitures de mon père qui était garée, une petite BMW blanche. J'ai reconnu la voiture, bien sûr, et j'ai compris que cette jeune femme, Amandine, était venue à l'aéroport avec cette voiture. Ce qui confirmait
la liaison de mon père avec cette femme. On s'est mis en route et on est parti pour une destination inconnue, assez loin de Paris. Moi, je suis resté interdit sur la banquette arrière. Je ne pouvais pas prononcer un mot. Régulièrement, Amandine se tournait vers moi et me demandait si j'avais perdu ma langue. On a fini par arriver quelque part, je ne sais où, en banlieue ou peut-être en province, dans un grand garage de voitures. Et là, comme dans un film de gangster, mon père s'est débarrassé de la BMW et quelqu'un lui a donné une Golf GTI noire à la place. Je me souviens qu'il a fait changer les plaques. Je comprenais vraiment rien. Personne ne m'expliquait et je n'osais pas poser de questions. On est montés tous les trois dans la Golf GTI noire, puis on a roulé vers Paris. Et là, j'ai commencé à me détendre, à plaisanter, à redevenir l'enfant bavard que j'étais. On est enfin arrivé à Paris. J'étais surexcité. On a mangé au premier étage de la Tour Eiffel. Mon père m'a acheté des vêtements. C'était la première fois, je pense, sous les yeux d'Amandine. Le soir, on était à l'hôtel avec mon père. Mais on n'y a pas dormi. On a quitté la chambre assez tard pour se rendre chez Amandine. Ils ont passé la nuit ensemble. Et moi, j'étais juste à côté. Le lendemain, on a repris la Golf GTI. On s'est rendu à la Mer de Sable, un parc d'attractions près de Paris. Et c'est là qu'ont été prises les photos dont je vous parlais et que je voulais retrouver dans mon placard. Et c'est donc au cours de ce week-end qu'on est allé rue Louis Blanc. On avait rendu visite aux parents âgés d'un ami de mon père, ceux qui nous ont offert le café et le sirop. Et l'ami en question, j'ai un nom en tête, que mon père avait souvent évoqué en ma présence. C'était Alain Lalitte. Et en faisant quelques recherches tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'Alain Lalitte était équipementier de Golf GTI. C'est ce qui est mentionné sur Internet. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il devait customiser des voitures. Et donc j'imagine que c'est lui qu'on est allé voir dans un garage, quelque part en province. Tous ces souvenirs me renvoient à ce que m'avait dit Quentin. Quentin, c'était un jeune homme que j'avais rencontré en Camargue et dont Thierry Paulin avait été le babysitter. Je pense que vous vous souvenez de lui. Et voici ce qu'il me disait. Je vous repasse l'extrait. Moi, je suis relié à ce sujet que d'une certaine manière parce que toi, tu l'as décidé aussi, tu vois. Là, c'est parce que tu arrives à choper les connexions à droite à gauche. Mais effectivement, tout est relié. Et plus tu voyages et plus tu te rends compte de cette reliance. Est-ce que tu l'as déjà rencontré avant ? Je pense pas. Mais t'en sais rien en fait. Parce que s'il faut, peut-être que t'attendais juste derrière lui à la boulangerie, à un moment donné, derrière Thierry Paulin ou son complice, je sais pas comment il s'appelle. Peut-être que t'as eu des reliances avec son histoire aussi et tu n'en sais rien. Peut-être que c'est ça que tu cherches en fait. Est-ce que j'ai déjà croisé Thierry Paulin ou Jean-Thierry Mathurin ? Peut-être, au cours de ce voyage. Est-ce que c'est ça que je recherche ? Est-ce que c'est la mémoire des années 80, de ces événements que j'ai enfouis, que je m'efforce de retrouver par ce travail acharné ? À la fin du week-end, mon père m'a mis dans un avion pour Marseille, sans lui, avec sa secrétaire, et j'ai retrouvé ma mère. Et bien sûr, je pouvais pas lui dire que j'avais vu mon père embrasser cette femme et qu'elle était sa maîtresse. Je devais me sentir coupable d'avoir vu ce que j'avais vu. Et je voulais pas lui faire de la peine, enfin je sais que c'était interdit, impossible de lui dire. Mais je lui ai quand même raconté qu'on était allé à la Tour Eiffel, à la Mer de Sable, etc., avec une jeune femme qui s'appelait Amandine. Mais toujours est-il que ma mère, qui a dû bien comprendre ce qui se tramait, a fini par me faire taire. Elle m'a grondé. Je n'avais plus le droit de parler de ce week-end à Paris, ni d'Amandine. J'étais considéré comme le complice d'un crime. J'étais coincé, réduit au silence. À partir de ce moment-là, plus rien n'a été pareil. Plus tard, ma famille a éclaté et j'ai été entraîné, malgré moi, dans quelque chose d'affreux, sans que je puisse m'exprimer. J'ai gardé ça pour moi et j'ai essayé d'oublier. Aujourd'hui, bien longtemps après, j'ai repris la parole
et notamment grâce à ce podcast que je vous remercie d'écouter. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, il est temps d'aller rencontrer Théo, le descendant d'Alice Partouche Benaïm, et justement j'ai l'impression qu'il ne se sent pas totalement autorisé à évoquer ce qui s'est passé. On a vu dans les épisodes consacrés à Alice Partouche Benaïm que certains membres de sa famille refusaient de parler du meurtre, ou même de témoigner, de parler d'elle tout simplement. Alors je vous propose de revenir quelques minutes sur les circonstances du drame. Alice Partouche Benaïm a donc été assassinée le 7 novembre 1984, et Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, avant de lui enlever la vie, lui ont fait boire du Destop. Ils lui ont donc brûlé la bouche, et c'est paradoxal parce qu'ils étaient censés lui faire dire où elle cachait son argent. Et on comprend bien que par cet acte abominable, ils ont souhaité qu'elle se taise à jamais. Et moi je me demande ce qu'ils voulaient faire taire, au juste. Ses cris probablement, ou peut-être autre chose, mais quoi ? En tout cas, pour la tuer, ils n'avaient pas besoin d'aller jusque-là. Et ça veut dire quelque part qu'ils ont envoyé un message. Tais-toi, ou tu ne parleras plus jamais. C'est comme une mise en spectacle de la mort. Et leur geste a fait tellement de mal que, plus de 40 ans après, les descendants de la victime continuent de se taire. Comme s'il était impossible de retrouver la voie après ça. Alice Partouche Benaïm s'est tue à jamais. Et moi, ce que je voudrais, c'est lui redonner la parole. En parlant d'elle, de qui elle était. Et en essayant de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ce que raconte son meurtre. C'est pour ça que je dois voir Théo. Alors c'est lui qui a voulu me rencontrer, mais il m'a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir parler au micro, à cause de cette douleur justement. Et donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'enregistrer. On verra bien, je vais le laisser libre. Mais je parle. Il est temps de lancer le générique. Ça s'est passé il y a très longtemps. Une dame de 75 ans est étranglée par quelqu'un qui fouille complètement son appartement. À Paris, on tue les vieux. Si vous ressentez le besoin de comprendre... Mais pourquoi ? Vous êtes le livreur ? Je ne peux qu'apprécier votre projet. José ? Avoir envie de transmettre ce qu'il me reste d'elle. Ah, ok. Il faut aller au bout. Ouais. Mon pauvre Julien. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Moi ? Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Un sucre ? Non merci. J'ai un jardin secret. Oh ! Accroche-toi, Peter. Oh oui. Dans les années 80, j'étais sur notre planète. Sylvie Vartan est prise d'angoisse. Non, c'est bizarre. On sait qui c'est derrière. Est-ce que c'est un aliéné ? Je voudrais un café s'il vous plaît. Est-ce que c'est un toxicomane ? Cerno. Toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Mais qui êtes-vous, Julien ? Je fais un podcast. « 3-2-1. 3-2-1. On est samedi après-midi. Je suis dans le 20e arrondissement. Il est 15h30 et je me rends chez Théo. Alors j'ai un peu correspondu avec lui sur Instagram. On s'est jamais parlé, de vive voix. Et d'abord, le jour où il m'a contacté, il m'a dit qu'il aimerait bien me rencontrer, mais qu'il n'était pas sûr de pouvoir parler à mon micro. En fait, moi, je suis obligé d'enregistrer tout, parce que ce qu'on se raconte hors micro est perdu. Et je veux vraiment documenter toute mon enquête, tout mon travail, tous les moments off. Donc il faut absolument que j'enregistre tout. Et il m'a dit qu'il comprenait très bien. Et donc voilà, je lui ai proposé qu'on se voit quand même avec mon micro. Et je lui ai dit qu'on pouvait parler seulement de lui et de ce qu'il voulait en fait. Je suis devant son immeuble. C'est un immeuble des années 50-60. Il m'a envoyé un message. Prévenez-moi quand vous serez là. Je descendrai vous ouvrir. Et il y a un smiley. Il a l'air très gentil. Théo. J'attends en bas de chez lui. Je le vois. Bonjour. Bonjour. Julien. Théo, enchanté. Enchanté. Ça va Théo ? Très bien, merci beaucoup. Vous vous demandez ? Ouais, on va chez vous, ça vous dérange Avec pas ? plaisir. Merci. Une série sanglante où le scénario est à chaque fois le même. Les malfaiteurs repèrent les personnes âgées, les suivent dans leur appartement et les agressent sauvagement. Le but, voler leurs économies. Ce soir, dans le 18e, on a peur. 8 étages. À 8 étages, ok, d'accord. Ah, c'est bien d'habiter tout en haut. Un peu de sport.
rouées de coups, violentées. L'une d'elles est même forcée d'avaler de la soude caustique pour avouer où se trouvent ses économies. C'est immense cet immeuble. Oui, c'est pour ça que je suis descendu en bas si vous ne connaissez pas. Ouais. C'est vite fait de vous perdre. Je pose mes affaires. Installez-vous, Jean. Est-ce que vous désirez un café peut-être? Volontiers. Ça va, c'est pas trop intimidant de voir quelqu'un débarquer chez soi avec un micro? Toujours un peu surprenant au début, surtout que je suis pas forcément habitué. Oui, j'imagine. Première fois même pour le coup. Donc, D'accord. Bah, c'est gentil en tout cas d'avoir accepté, de m'avoir contacté déjà. Avec plaisir, c'est aussi grâce à vous que j'ai retrouvé la tombe de mon arrière-grand-mère, sinon je pense que ça aurait été très compliqué à mon avis pour le coup. Mes parents et ma mère surtout savaient qu'elle était sur Paris, mais quand on ne connaît pas l'emplacement exact sur Paris, c'est toujours compliqué. Donc, Est-ce qu'on peut se tutoyer? Avec plaisir. Bon, merci pour le café. Comment tu te sens? Très bien, un peu stressé, mais bien. Alors, je te répète que vraiment, on aborde ce que tu veux comme sujet. S'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise, tu me le dis. Donc voilà, mais j'ai plein de questions évidemment à te poser. Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Parce que les gens, ils ont pas l'image en fait, c'est juste du son. Je fais 1m70, assez fin. Et des lunettes pour le coup, j'ai toujours eu des lunettes dans toute ma vie. Donc je vois pas comment toi tu pourrais me décrire peut-être, mais... Alors, moi, ce qui me frappe déjà, c'est t'as des yeux très bleus. Toute ma famille a des yeux bleus. Vraiment, je sais pas si Alice en avait, mais en tout cas, je sais que depuis, soit du côté de mon père ou de ma mère, l'ensemble de mes grands-parents, parents et ses cousins, sœurs, on a tous des yeux bleus dans la famille. T'as quel âge? Je viens d'avoir 26 ans. Mon arrière-grand-mère est décédée 14 ans avant ma naissance, donc j'ai toujours connu par les paroles qu'on a pu en voir en famille, mais jamais de son vivant, malheureusement. T'as quel caractère? Moi, je suis quelqu'un de me définir assez réservé quand même. Pourtant, je fais un métier aujourd'hui où j'ai le contact quotidien avec les personnes. Je travaille dans le recrutement, donc échanger avec les personnes, c'est toujours un peu mon quotidien, mais ça reste vraiment dans le cadre très professionnel. C'est quelque chose qui me convient, mais je pourrais pas avoir des métiers où on rentre vraiment plus dans l'intime de la vie des personnes. J'ai du mal à le faire avec moi, et je pourrais pas le faire avec les autres non plus d'ailleurs, pour le coup. Donc tu travailles dans le recrutement. C'est un bon travail? C'est un travail qui me plaît pour l'instant, je le ferai certainement pas toute ma vie, ça c'est sûr. C'est vrai que ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est quand j'échange avec les personnes. C'est ce qui me plaît. J'ai fait un peu de bénévolat aussi. C'est vraiment le contact humain qui me plaît beaucoup pour le coup. Donc t'es assez tourné vers les autres? Tout à fait, absolument. C'est ce qui me plaît aussi, moi. L'échange, pouvoir échanger, partager des choses avec les personnes, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Et voir le sourire des personnes aussi en retour, c'est toujours quelque chose d'agréable. Comment t'as découvert le podcast? C'est que j'ai découvert le podcast, c'était à peu près pendant le confinement, au tout début, vraiment sur tes premiers épisodes. C'est à ce moment-là, je savais déjà que l'histoire de ma grand-mère, c'est que je suis tombé sur ce podcast un peu par hasard en cherchant un soir un podcast. J'en ai écouté quelques épisodes et puis après la vie a repris son cours, je suis passé un peu à autre chose. Et là, récemment, c'était bêtement sur une journée en télétravail où l'après-midi j'étais occupé tranquillement, j'ai mis un peu de podcast pour avoir du son en fond et je suis retombé sur l'épisode de Christophe Fondelat où tu passais toi en débrief derrière. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais réécouter ce podcast. Ça m'a donné aussi envie de retrouver la tombe de ma grand-mère dont ma mère m'a toujours parlé. Et au final, après quelques recherches, je suis tombé sur ton épisode, je crois que c'était numéro 60 ou quelque chose comme ça, qui décrivait exactement l'emplacement et dans quel cimetière mon arrière-grand-mère se trouvait. Donc c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir, et j'ai eu de la chance, je suis retombé dessus facilement. Et du coup, quand tu as écouté le podcast, donc j'ai rapidement évoqué ton arrière-grand-mère dans le podcast, ça t'a provoqué quelque chose? Ça m'a un peu bouleversé, c'est vrai que j'ai hésité à te contacter, au final je ne l'ai pas fait, et c'est vrai que ça m'a un peu bouleversé, d'ailleurs c'est à ce moment-là aussi que j'ai un peu arrêté d'écouter le podcast, j'ai pas forcément envie non plus de trop en savoir, et j'ai un peu de mal à l'écouter à cause de ça pour le coup. Ouais. Ça rappelle pas forcément des bons souvenirs, j'imagine, à la famille. Moi j'ai jamais connu mon arrière-grand-mère, donc ça me fait peut-être moins quelque chose que ça a pu le faire à ma mère et à ma grand-mère, mais ouais, c'est des histoires, préfère ne pas trop y penser pour le coup. Quand tu m'as écrit sur Instagram, donc en fait, t'as recommencé à écouter et t'as décidé de m'écrire. Exactement, c'était un mercredi, je t'écris, je crois, un samedi soir. Je me suis dit, tiens, c'est à ce moment-là, j'ai envie de retrouver la tombe de ma grand-mère, et quand j'ai vu que c'était grâce à ton podcast que je puisse avoir l'emplacement exact, je t'écris le soir même, et le lendemain matin, je suis allé voir où était ma grand-mère. C'est vraiment ce moment-là, ce qui a été le déclic qui m'a décidé de t'écrire. Toi, t'as grandi à Dijon? Tout à fait, absolument, donc j'ai grandi même
campagne dijonnaise, vraiment une quarantaine de kilomètres de Dijon. Mes grands-parents, ma grand-mère en tout cas, la fille d'Alice, habitait toujours en Bourgogne, donc j'ai une grosse part de ma famille qui était en Bourgogne à ce moment-là, qui est toujours d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est toujours été assez proche d'eux aussi grâce à ça. Je pense la proximité géographique a fait qu'on s'est senti naturellement proche. J'allais souvent voir mes grands-parents quand j'étais jeune. Je me suis toujours bien entendu avec ma grand-mère et mon grand-père aussi d'ailleurs. Donc, c'est tes grands-parents qui habitaient là-bas, en Bourgogne, et ta mère est née là-bas? C'est ça, ils sont nés du côté un peu plus au sud, en Saône-et-Loire, pas très loin de Chalon-sur-Saône. Okay. Mais du coup, ton arrière-grand-mère est née en Algérie. Qu'est-ce que tu sais de son histoire? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? À suivre.